Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Eh bien, écoutez, c'est la 10e fois, je crois, la 9e ou 10e fois que nous avons le plaisir en un an de nous retrouver pour un webinaire. C'est un webinaire assez exceptionnel et je dirais que c'était un webinaire improbable. Quand nous avons eu l'idée d'organiser un webinaire sur l'Europe, sur l'Europe face au Proche-Orient, les intervenants qui sont là, et je ne dirais pas lesquels d'ailleurs, m'ont dit, mais à quoi bon? Qu'est-ce que l'Europe a à faire au Proche-Orient? Il n'y a pas grand-chose à dire, ça durera 10 minutes. Et puis, entre-temps, les événements se sont précipités. Beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines, ces derniers jours. Et donc, nous avons ce soir les éléments, les personnes pour un débat passionnant. Vous êtes plus de 250 à vous être inscrits pour ce débat, pour le suivre. Vous pourrez poser des questions. Il y a vous voyez, il y a Q et R, questions et réponses. Vous pouvez poser des questions et c'est Anne Berg que vous voyez qui est à Tel Aviv et qui les sélectionnera. On vous avait demandé d'envoyer des questions à l'avance. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées que je poserai aussi. Et nous avons donc Bernard Guetta, député européen, président du groupe transpartisan et transnational, et c'est, je crois, la première fois que ça existe au Parlement européen, pour une solution à deux États. Ce n'est pas un groupe pro-Israël, ce n'est pas un groupe pro-Palestine, comme il y a souvent, trop souvent dans les parlements, notamment le Parlement français, France-Israël, France-Palestine, etc. C'est un groupe pour la paix et pour des solutions diplomatiques. Nous avons Inkouri, qui a été représentante de l'autorité palestinienne à Paris entre 2006 et 2010. Et il se trouve qu'à la même époque, il y avait aussi un représentant d'Israël, un ambassadeur d'Israël, Dani Sheikh, qui est présent ici. Et ce sont deux personnes qui ont représenté leur pays en France et dont je dois dire que leur coopération a été très amicale. En tout cas, ils le diront eux-mêmes. Nous sommes ici entre amis, avec des positions différentes, issues de pays différents, mais unis par la même volonté de trouver des solutions positives à cette tragédie. Anne Baer est à Tel Aviv, Danishek est à Tel Aviv, je crois, en tout cas pas loin. Inkouri est à Jérusalem, Bernard Guetta est en France, si je ne m'abuse, du côté de la Bretagne, et moi-même, bah, cette fois-ci, je ne suis pas en Israël, je ne suis pas dans le bureau d'Amir Badran, que je salue. Salut Amir, salut Amine, et salut tous nos amis israéliens, qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient juifs. Je ne suis pas parmi vous parce que bah, les Houthis en ont décidé autrement et que mon vol a été annulé, mais je suis de cœur, je suis présent là-bas, jour et nuit, passionnément, passionné par cette question, cette crise, cette tragédie et les solutions que nous allons chercher à trouver. Alors, Bernard Guetta, j'étais avec Bernard il y a 2 semaines, 3 semaines, à Jérusalem, au sommet pour la paix, et ce qui m'a frappé, franchement, c'était un sommet pour la paix assez enthousiasmant, même si c'est minoritaire, mais des milliers de jeunes juifs et palestiniens, notamment le mouvement Standing Together, réunis pour la paix, alors que la paix, ben, ça paraît tellement loin aujourd'hui. Ce qui m'a frappé, c'est le discours du président Macron, le discours de Kaja Kallas, la représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, le discours de notre ami Bernard Guetta en tant que député européen et représentant de son groupe dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est quand même la présence de l'ambassadeur d'Allemagne dans une réunion de l'opposition la plus radicale au gouvernement israélien et qui a fait un discours de soutien à cette opposition et de critique radicale de la politique actuelle du gouvernement israélien. Et quand on sait le poids de la culpabilité, légitime d'ailleurs, sur l'Allemagne, qui a toujours empêché les Allemands de critiquer Israël, qui a fait de l'Allemagne le plus fidèle allié d'Israël. J'ai travaillé longtemps à Arte, mes collègues d'Arte me disaient, nous, conflit israélo-palestinien, en tant qu'Allemands, on n'a pas le droit de critiquer. Ces géants qui étaient nés dans les années 60, 70, 80. Alors Bernard, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis quelques semaines entre l'Europe,
Alors, c'est pas toute l'Europe, hein, puisqu'il y a Orban, il y a des pays qui soutiennent Netanyahou, mais les grands pays européens, et qu'il est en train de se passer ben, une forme de rupture entre l'Europe et Israël. Ben, des pays européens qui soutiennent Netanyahou, je passerais presque au singulier, parce que en vérité, il y a Orban, Orban et Orban. Et Et puis Victor après, Orban. après, il y a tout un camailleux, naturellement. Mais globalement parlant, oui, l'ensemble de l'Union européenne, Orban excepté, a basculé dans une critique plus ou moins radicale, mais très ferme, non seulement de Netanyahou, mais de la coalition qu'il dirige et principalement, évidemment, des deux ministres d'extrême droite dont je n'ai pas envie de citer le nom. Tu parlais de la position des Allemands. Je vous donne un exemple. 3 ou 4 mois après le début des bombardements de Gaza, 3 ou 4 mois donc après le 7 octobre, dans mon groupe, le groupe centriste Renew, je propose que dans une résolution, nous appelions le gouvernement Netanyahou à cesser les bombardements et surtout à prendre la route de la diplomatie. Et immédiatement, un jeune député allemand de mon groupe intervient, la gorge nouée, pour me dire, mais Bernard, mais non, mais jamais je ne pourrais soutenir ta proposition, car tu comprends, et là ses yeux s'embuent de larmes, je n'exagère pas, s'embuent de larmes, et il commence à dire, car tu comprends, je suis allemand, et pour moi, la critique d'Israël, je n'entends plus ça au Parlement aujourd'hui. Non seulement je ne l'entends plus, mais il y a maintenant une semaine, nous avions une plénière pour un débat sur Gaza. Et ce que j'ai entendu était un changement absolument radical, puisqu'à part les extrêmes droites fascistes ou nazis, car il y en a, et les droites dures, eh bien personne, absolument personne, n'a défendu la coalition Netanyahou. Quand je dis personne, c'est personne. Alors, encore une fois, il y avait tout un camailleux, mais la défense, non, parce qu'il y a eu l'arrêt des livraisons alimentaires décidées par le Premier ministre israélien. Et ça a soudain fait vraiment basculer l'immense majorité du Parlement dans une critique radicale de cette coalition. Les choses montaient, les choses évoluaient, mais on n'en était pas là. Et puis ajoutons qu'il y a maintenant, vous le savez tous, une quinzaine de gouvernements européens qui appellent à un réexamen de l'accord d'association avec Israël. Et quand une quinzaine le font ouvertement et clairement, bien d'autres s'apprêtent à le faire, j'en ai le sentiment, pas la certitude, mais vraiment le sentiment, et bien d'autres n'en pensent pas moins. Et voyons simplement ce qui s'est passé, ce sera ma dernière phrase, ce qui s'est passé entre l'intervention de l'ambassadeur d'Allemagne à laquelle Michel vient de faire allusion pendant la grande réunion It's Time à Jérusalem, où il disait aux hommes politiques israéliens, arabes ou juifs, mais ce que vous dites là, il faut aller le dire à la Knesset. Pourquoi ne le... Et je me suis dit, mais mon Dieu, je m'en réjouissais. L'ambassadeur d'Allemagne est en train de pousser l'opposition à la critique. Eh bien, regardez ce qu'on a entendu depuis dans la bouche du nouveau chancelier. Là, le changement est encore plus spectaculaire. Alors oui, il y a un basculement phénoménal. Phénoménal. Alors, Danny Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France de 2006 à 2010, Danny, c'est une catastrophe pour Israël. Cet isolement diplomatique, cet isolement dans les opinions publiques, et même les Américains prennent leur distance avec Israël, c'est une catastrophe ou ça peut être une chance? Personnellement, je ne me sens pas du tout isolé et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut un constat de base qui va nous accompagner d'ailleurs tout au long de ce débat. Et c'est un constat triste. Le constat est le suivant, c'est que comme dans certains pays gouvernés par des gouvernements autoritaires, il faut faire la part des choses entre le gouvernement et le peuple.
et Israël en est là. Je ne le dis pas parce que personnellement, ma petite personne ne se sent pas représentée par Benjamin Netanyahu, mais parce que le gouvernement de Netanyahu, sans aucun doute et sans aucune réserve, démocratiquement élu et jouissant d'une majorité à la Knesset qui est relativement confortable dans le cadre du système politique lamentable qui gouverne mon pays, ce gouvernement a perdu la majorité depuis longtemps et que aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, pas pour tous les sujets, mais certainement sur les sujets dont nous allons discuter pendant les 90 minutes à venir, euh, en gros, 70% du public israélien ne soutient plus le gouvernement, ce qui veut dire que 40% de ces 70% ont voté pour Netanyahou et ne se sentent plus représentés par lui. Et donc, moi, personnellement, quand mon ami Steffen Seibert, l'ambassadeur d'Allemagne, qui est un personnage euh, extraordinaire, vraiment un personnage extraordinaire. Vous savez que je milite depuis le 8 octobre au Forum des familles des otages. Il est considéré comme un héros là-bas. Tout le monde l'adore. Il est venu très souvent. Je vous rappelle qu'il y a aussi des otages, encore 8 otages avec la nationalité allemande. Donc, c'est un personnage particulier. Il n'est pas un diplomate de carrière, il a été nommé par Angela Merkel, il a travaillé longtemps avec Angela Merkel, et donc je pense qu'il se sent aussi moins contraint par les usages diplomatiques, n'étant pas de l'appareil, et qu'il se sent plus libre dans sa parole. Mais quand lui appelle au gouvernement de respecter les droits humains, de permettre à l'aide humanitaire de passer à Gaza, de cesser les bombardements aveugles, etc., moi, je ne me sens pas isolé par lui. Au contraire, moi, je me sens soutenu par lui. Et c'est vrai pour la plupart des démarches qui se passent en Europe aujourd'hui. Je pense qu'il y a une réelle pression sur le gouvernement israélien. On pourra parler tout à l'heure sur qu'est-ce que je pense ça peut donner en pratique, mais il y a une réelle pression aujourd'hui et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, Incouri, Ah, oui. d'abord, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Je rappelle que tu as été ministre de l'autorité palestinienne, Oui. euh, que tu as été aussi, en me demandant de confirmer ma langue. Ma langue, c'est le français. Voilà. Non, Que tu as juste été une aussi correction, représentant en cher France. Michel, parce que j'étais la représentante de l'OLP, la représentante de la D'accord. Palestine, et qui fait quand même beaucoup de différence parce que ça représente tous les Palestiniens partout dans le monde. D'accord. Donc, Excuse-moi. Donc, merci pour, salut pour tout le monde et mais merci tu pour es m'avoir invité. notre amie palestinienne. Et quand tu nous as si gentiment reçus chez toi avec mon épouse il y a un mois et demi, tu étais désespéré. Et quand je t'ai dit on va parler de l'Europe, j'ai vraiment senti que tu acceptais par gentillesse et pour me faire plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui tu as... Ben oui, merci. Est-ce Non, que tu as l'impression quand même qu'il y a des choses qui bougent et qu'il y a un peu d'espoir pour vous, les Palestiniens? certainement les choses changent très vite, un bouleversement oui, incroyable presque de la part des pays européens. Mais quand même, il faut avouer qu'après 20 ans de ce génocide, un génocide qui se passe sur nos écrans, et je vous assure, c'est un événement ces dernières 20 mois, on n'est plus les mêmes personnes. On est tellement brisé, on se sent violé, très souvent désespéré. Et ce n'est pas seulement le douleur à nous comme personne, qu'il n'y a pas de futur pour nos enfants. Et ça, nous vivons ça tous les jours avec nos enfants qui ne voient pas devant eux la possibilité d'avoir une vie normale. Et puis, c'est très pénible de voir des écoles qui brûlent, des familles dans les tentes qui brûlent, les bombardements constants. Que je crois que l'Europe, quand même, qui nous a convaincus pendant toute ma vie, l'Europe, c'était important, c'était la civilisation, c'était le droit, c'était le droit de l'homme, la dignité de l'homme compte. Et là, on voit
à tel point que pas seulement que l'Europe n'a pas soutenu, n'a pas vraiment œuvré pour arrêter ce génocide, euh, ils ont aussi, il faut dire la vérité, ils étaient complices. Ils étaient complices, les pays européens, les États-Unis, dans ces génocides. Alors là, moi, personnellement, je ne peux pas vous dire, et je suis très européen dans le cœur, je ne peux pas vous dire que je suis très, très amère. Je ne suis plus la même personne, comme beaucoup des autres Palestiniens et aussi des gens de conscience dans le monde. Même que, et puis, il y a une histoire. Moi, quand j'étais à Paris, chaque fois j'ai dit, mais que c'est pas possible que l'Europe n'agit pas, parce qu'il y avait, je me rappelle, pendant la première guerre contre Gaza en 2008-2009, on a discuté le rapport de Goldstone en larmes, parce qu'il y avait déjà des histoires horribles, mais il n'y avait pas la réaction nécessaire de la part de l'Europe. C'était comme si il faut dire que cette hypocrisie, on parle de droits de l'homme, on parle de droit international, mais dans l'action, c'était pour la Palestine, c'était jamais le cas. Et là, pourtant, moi, je ne peux pas vous dire que maintenant, ce qui a changé en Europe n'est pas important. C'est très important parce que la voix européenne, est très important. Il peut faire une grande différence, pas seulement pour nouer la paix, mais aussi pour construire le futur. Et pour les Israéliens, on en parle peut-être davantage sur le rôle européen, parce que j'ai d'autres points à dire, mais là, pour Daniel, c'est que je ne comprends pas, parce que quand même, on a vécu ici ensemble, il n'y avait pas de frontières entre Palestiniens et Israéliens. Et puis, on a vécu, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, quand même, il y a une histoire qui est très souvent violente et beaucoup de conflits aussi et que l'opinion publique en Israël, même qu'il y a maintenant de changement, qu'il tient à soutenir cette génocide toujours, tous les jours. Et ce n'est pas seulement à Gaza, alors ce n'est pas le Hamas qui est le problème. En tout cas, c'est les gens normaux qui payent le prix. Mais c'est aussi dans la Cisjordanie, on n'en parle pas. Ce qui se passe au nord de la Cisjordanie, pas seulement au nord. D'ailleurs, il y avait des attaques de la part de l'armée qui soutenait les colons dans tous les pays de la Cisjordanie, il y a juste quelques jours. Il y a des gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de maison, qui étaient détruites, qu'il n'y a plus d'infrastructures à Jenin, à Tulkarem et d'autres villes. Alors, ça, je ne comprends pas, parce que voilà, l'Israélien se présente comme un peuple plutôt européen, la démocratie, etc. Et soudain, il y a pas d'émotion, il y a pas de sentiment de douleur. Moi, si je vois n'importe quel enfant, surtout israélien, juif, n'importe, ça fait du mal au cœur. Il est normal de réagir comme ça. Alors là, vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe en Israël. C'est dangereux de vivre à côté des gens comme ça. C'est très dangereux. Qu'on peut brûler des gens comme ça, bombarder de cette immense. Quand même, les bombes sont d'une qualité très, très. Oh, je ne trouve pas mes mots. Vous m'avez compris, c'est très dangereux de vivre à côté des gens comme ça. Et là, je fais un point je demande comment on va construire la paix avec des gens comme ça. Je veux bien, je crois que les Palestiniens on a fait des avancées quand même importantes, des décisions importantes de vivre sur 22% de la Palestine historique, même qu'il y a des problèmes de gouvernance, on n'est pas d'accord, il y a les divisions, mais je crois que tout ça est secondaire. Ce qui est important, que les gens puissent avoir la confiance de vivre ensemble. Et là, on a parlé de ça avant, que c'était déjà un peu difficile, mais maintenant, c'est presque impossible. Et même le mouvement de la paix, je veux dire, pendant des années, chaque fois il y avait un incident, oui, violent, terroriste, n'importe, il coupait les relations avec les Palestiniens. D'un jour à l'autre, il y a ce mouvement de paix qui n'est plus un mouvement de paix, il ne veut pas plus discuter. Alors, je ne veux pas dire que le futur n'est pas important parce que c'est ça qui est le plus important de tout. Il faut trouver le moyen de faire la paix, de vivre ensemble en dignité pour tout le monde, la possibilité de vivre pour tout le monde. Mais là, il faut trouver des solutions et la situation est devenue beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années, certainement quand j'étais à Paris dans les 2006 à 2010.
peut-être que Daniel va répondre sur cette question de l'opinion publique israélienne, qui, à mon avis, est beaucoup plus contradictoire que ça, est tourmentée, partagée, et la même personne peut dire à un moment donné, faut tous les tuer, je veux plus entendre parler des Palestiniens, et à un autre moment, j'aimerais bien qu'on vive en paix. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Alors, je vais dire la chose suivante. Bien sûr que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, mais ce chapitre a commencé le 7 octobre. Il faut que ce soit dit pour que ce débat soit équitable. Et avec tout le respect que je te dois, Inde, et tu sais que je te respecte et que je t'aime, j'ai beaucoup d'amitié pour toi. Dédouaner le Hamas de cette manière de la responsabilité de ce qui s'est passé après, c'est d'abord injuste et c'est malsain pour la société palestinienne. On ne peut pas balayer comme ça la responsabilité du Hamas et dire tout ce qui s'est passé après, c'était simplement une décision unilatérale des Israéliens. Et je le dis en tant que quelqu'un qui, vraiment, le dernier des Israéliens qui va défendre les opérations israéliennes, certainement depuis facilement un an. Je pense que la guerre aurait dû se terminer sur un accord, la libération de tous les otages et l'arrêt des hostilités et le début, la relance d'un processus de dialogue entre Israéliens et Palestiniens dans un contexte régional. C'est comme ça que moi je vois les choses, mais on ne peut pas donner l'impression que c'est par un caprice des Israéliens que cette catastrophe qui nous accompagne depuis 20 mois est survenue. Deuxième point, moi je me considère comme un élément du camp de la paix en Israël et moi je n'ai jamais coupé les contacts avec mes amis palestiniens. Encore aujourd'hui, je milite dans au moins 2 organisations de société civile qui militent pas seulement pour la paix, mais aussi pour des choses sur le terrain, dont une qui ne fait que récolter de l'argent et acheter des vivres pour les envoyer à Gaza. Et moi, je ne vous ai pas tourné le dos et je ne compte pas le faire. Pourquoi? C'est pas par altruisme. C'est parce que moi, je pense que pour mon pays et pour mon peuple, on a besoin d'une solution de partage, une solution à 2 États. C'est notre sujet aujourd'hui. Et ce n'est pas, c'est un intérêt israélien. C'est aussi de l'empathie. Mais l'empathie, ce n'est pas une bonne motivation. Il faut qu'il y ait un intérêt de chaque côté. Et je pense que le camp de la paix, comme tu le décris, c'est vrai, il a rétréci ces 20 mois. Il est problématique. Mais il y a 70% des Israéliens, je le répète, ce n'est pas rien quand même, qui ne veulent plus de cette guerre et qui constatent avec tristesse, comme toi, la mort d'innocents, la mort d'enfants, la violence gratuite et surtout les motivations de ce gouvernement qui ne sont pas raisonnables. Elles ne sont plus raisonnables. Elles ne vont plus vers l'intérêt de notre peuple. Et donc, moi, je pense que comme tu dis, Michel, la société israélienne est très hétéroclite. De toute façon, le consensus, ce n'est pas quelque chose de juif. Il y a toujours un débat, il doit y avoir un débat. Et d'ailleurs, ce que beaucoup d'Israéliens reprochent aux Palestiniens, c'est exactement ce que tu nous reproches, c'est qu'il n'y ait pas un camp de la paix palestinien. Et je termine là-dessus, c'est quelque chose de très typique que j'ai découvert pendant cette tragédie actuelle. Les 2 sociétés ne voient pas la même réalité. Chaque société voit la réalité par ses propres yeux, par ses propres médias, par ses propres réseaux sociaux, etc. Les réseaux sociaux ont encore aggravé la chose parce que tout se passe dans une bulle. Les Israéliens, et il n'y a que le journal Haaretz qui le mentionne sans arrêt et il fait bien, dénonce le fait qu'on ne montre pas suffisamment aux Israéliens les images de Gaza. Mais j'ai découvert, dès les premières semaines,
de cette tragédie par mes amis, les gens avec qui je communique directement, que les Palestiniens non plus ne voient pas la réalité israélienne. Et donc, peut-être la première chose à faire, c'est d'échanger un peu les images, de voir la réalité de l'autre côté de la frontière. Alors, Bernard Guetta, Oui. maintenant, Bernard Guetta, toi qui est un peu extérieur et en même temps totalement impliqué dans le dossier, quelles sont les mesures que tu préconises que les Européens pourraient prendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui seraient essentiellement à l'encontre d'Israël, pas à l'encontre des Palestiniens. On parle de la rupture de l'accord d'association, on parle de la cessation des ventes d'armes. Quelles sont les mesures que tu préconises et quelle pourrait être leur efficacité? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu dans les bouches de nos deux ambassadeurs, palestiniennes et israéliens. Mais bon, très bien, je ne vais pas m'attarder à cela et je voudrais plutôt vous dire que en septembre dernier, quand nous avons été deux ou trois à avoir l'idée de lancer au Parlement cet intergroupe pour la solution à deux États. Bien, nous nous sommes heurtés à un mur. Alors, parfois d'hostilité, il fallait de la rivière à la mer, parfois, le plus souvent, de scepticisme absolu. Mais enfin, Bernard, pourquoi veux-tu revenir cette solution à deux États? Mais on en a parlé, on en parle depuis 25 ans, ça ne marchera jamais, etc., etc. À tel point que quand il y a eu les votes dans les groupes politiques du Parlement européen, il ne s'est trouvé dans aucun groupe, de majorité suffisante pour créer cet intergroupe. Et il a fallu que ce soit les présidents des différents groupes qui ont euh, la possibilité de repêcher une proposition, qui disent non, quand même, cette proposition, l'intergroupe des deux États, il faut la repêcher. Et là, nous avons été sauvés. En janvier, le Parlement ne voulait pas en entendre parler. Et ne voulait pas en entendre parler, encore une fois, soit par hostilité, soit à 99%, dans 99% des cas, par scepticisme absolu. Eh bien, aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. Non seulement on reparle dans les capitales européennes de la solution à deux États, on n'avait jamais cessé d'en parler, mais on n'y croyait pas, mais là, on se dit non, vraiment, il faut remettre cela sur la table, mais au Parlement, qui est quand même une caisse de résonance tout à fait exceptionnelle des opinions publiques européennes, eh bien, ça y est, on reparle de la solution à deux États avec la conscience qu'il n'y a tout simplement pas d'autre solution. Qu'on y croit pas, qu'on pense que ce sera pour demain matin ou dans 25 ans ou dans 50 ans, bon, chacun est conscient aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça aussi, c'est l'évolution européenne. Maintenant, encore un point sur l'évolution, puisque c'est ça notre sujet de débat. L'évolution européenne, elle est beaucoup plus profonde que cela encore, parce que les États-Unis, en tout cas c'est mon analyse, s'éloigneront petit à petit du Proche-Orient comme ils s'éloignent de l'Europe. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir que les Romains avaient raison quand ils parlaient de Mare Nostrum, de notre mer commune, que le Proche-Orient, c'est une des trois rives de la Méditerranée, le Maghreb, l'Europe, le Proche-Orient, et que nous sommes obligés, nous les Européens, de nous investir ou de nous réinvestir plus exactement au Proche-Orient parce que les États-Unis vont s'en éloigner. Oh, pas tout de suite, pas d'un coup, mais vont s'en éloigner. C'est écrit, c'est évident, ça va arriver. Vous savez, chers amis, les Européens n'y croyaient pas. Il y a encore, n'y croyaient pas trop en tout cas, il y a encore un an. Maintenant, ils ont pris, paf, sur la tête le fait que les États-Unis s'éloignent, Trump ou pas, Trump le fait grossièrement, d'autres le feraient poliment, mais les États-Unis s'éloignent de l'Europe, ils vont s'éloigner du Proche-Orient et nous allons nous retrouver, je ne dirais pas face à face, mais côte à côte pour essayer, ça ne sera pas simple, rien qu'à vous entendre d'ailleurs, de construire la paix. Mais
ce sera l'Europe. Et les gens qui disent ah, mais l'Europe ne compte pas, etc., etc., premièrement, elle compte parce qu'elle se réveille, et deuxièmement, elle compte parce que il y aura dans ce siècle trois puissances, trois pôles de puissance. Il y aura les États-Unis, il y aura la Chine et l'Europe qui comprend le Proche-Orient. Euh, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Bernard, sur, j'espère, qu'il sera l'indépendance de l'Europe dans ses décisions politiques, parce que pendant très longtemps, elle ne l'était pas, surtout sur le Moyen-Orient. Alors peut-être ça va changer les donnes, il faut bien espérer. Je suis tout à fait d'accord que l'Europe, elle a un rôle particulièrement important, pas seulement pour la paix, mais aussi pour la reconstruction, j'espère, future. Mais là, juste parce que quand même, on a attendu tellement beaucoup de l'Europe pendant des décades, pendant des dizaines d'années, et on était déçus. Je me rappelle très bien en 2003, la fameuse feuille de route, toute un mouvement diplomatique immense. Ils ont travaillé, working groups, je ne sais pas quoi, pour vraiment établir des États, non? Et c'était en résolution de 15-15. Et on attendait beaucoup quand même de cette feuille de route. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette feuille de route? C'est-à-dire l'Europe était bien, c'est bien on fait le travail diplomatique, c'est-à-dire on préparait un feuille de route, qu'est-ce qu'on doit faire, mais dans l'action, ça manque. Ça manque dans l'action. J'espère que ce mouvement en Europe, c'est le premier pas, que ça va être très vite suivi par un cessez-le-feu à Gaza, immédiatement, pour assurer l'aide à tout le monde à Gaza. C'est pas possible que cette situation Par commence. parenthèse, on dirait qu'on y va, hein. Oui, Si je vois les dernières mais dépêches. là, comme quand dans la feuille de route, puisqu'il y a un agenda en Israël, un gouvernement, même dans le temps, qui vraiment ne voulait pas avancer sur les deux États, et peut-être trois États étaient proposés dans le temps, mais deux États, c'était pas désirable. Et c'est différents gouvernements, surtout Netanyahu, qui a travaillé pour annuler cette possibilité. D'ailleurs, Mhm. il est maintenant tellement difficile d'établir un État palestinien. Regardez comment les colons agissent. Il y aurait de la violence des colons un peu partout, cette danse hystérique dans l'esplanade des mosquées alors, Mais Inde, si tu permets, si les responsables palestiniens les plus lucides, je pense à toi, eux-mêmes ne croient pas à la possibilité. là, il y a différentes choses. Je crois et je veux. Attention, Non, 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 il faut. Non, je crois et c'est pour ça que je suis là avec vous. bien sûr. Je crois, je veux et je crois que c'est possible s'il y a la volonté politique en Europe et en Israël. Israël, maintenant, je ne vois pas Mais comment il peut aussi y du côté avoir. palestinien, non? J'espère. Il faut une volonté en Europe, en Regardez, Israël et en Palestine. non, non. Les Palestiniens, ils ont accepté la paix déjà, d'avoir un État dans le 22% en 88. Ils ont signé Oslo. Et vraiment, moi, je suis une des personnes parmi beaucoup d'autres qui avaient beaucoup de difficultés à accepter cette proposition. Ça m'a pris des années. Mais finalement, on a accepté, cet tout petit pays, de vivre dans une région, j'espère, qui sera prospère et tout ça. Mais il n'y a pas la volonté politique d'Israël qui est quand même le plus fort. Il y a un équilibre de pouvoir qui est contre les Palestiniens. Et puis, je ne crois pas qu'on est vraiment joueur. On peut dire oui ou non, mais on n'est pas, sauf le 7 octobre, mais on n'est pas des grands joueurs, vraiment, dans cette décision. S'il y a une décision de faire la paix ici et des États sérieusement, surtout de la part des Européens, indépendamment des États-Unis, on peut faire des avancées très, très importantes. Et s'il y a un changement, bien sûr, d'un gouvernement en Israël. Et là, la volonté, c'est une grande question. Moi, je veux voir de preuves que finalement, l'Europe, qui a changé pas d'attitude, décision de vraiment travailler pour cette paix, il y a une conférence internationale très vite maintenant, dans quelques jours, de mi-juin, Mhm. et tout ce travail diplomatique, ça va donner des résultats. Mais très vite, l'Europe peut jouer un rôle pour arrêter cet enfer à Gaza. Ça, c'est absolument important. Mais aussi d'avoir une vision future
pour un processus politique qui mène quelque part, sérieusement. Et là aussi, ça je monte crois, encore. Hein, ça monte C'est une encore. différence entre nous. Je crois que l'Europe pourra être beaucoup plus efficace dans le redémarrage d'un processus de paix que dans la négociation du cessez-le-feu. Dans la négociation du cessez-le-feu, ça se passe très évidemment entre trois acteurs que aucun d'eux ne m'est sympathique. Je veux dire l'équipe Trump, le Hamas et l'équipe Netanyahou, pas l'Europe. Mais en revanche dans le redémarrage du processus de paix, je pense que les Européens peuvent avoir et auront oui, un rôle important à jouer. Je Alors, veux juste une oui, remarque rapide Daniel, sur attends, cette question. avant de t'interroger, juste un rappel, parce le temps avance. Je rappelle aux spectateurs qui ont pris en cours de route que vous pouvez poser des questions en écrivant sur le chat Q et R. Hein, donc, pour poser des questions que Anne-Bert, qui est là, sélectionnera et posera tout à l'heure aux intervenants. Deuxième chose, je voudrais saluer la présence, non pas je vais saluer tout le monde, mais un certain nombre de personnalités qui suivent ce webinaire et qui montre la diversité de notre groupe. L'ancien ambassadeur de France en Israël, Jacques Hutzinger, notre habituel et habitué, fidèle maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts, Éric Piolle, qui est toujours présent sur nos webinaires. Anouar Abou Escher, ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne, Amir Badran, maire adjoint du parti Radash, ou pas maire adjoint, mais chef de l'opposition à la municipalité de Tel Aviv, membre du parti Radash et fondateur de Shalom Salam, et beaucoup d'autres personnes de divers pays, des gens du Maroc aussi, qui sont présents, qui nous suivent et qui nous soutiennent, et puis Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui a accepté qu'on le cite, mais qui ne veut pas intervenir dans le débat, qui ne veut pas poser de questions. Mais pour nous, c'est toujours très encourageant de voir que nos débats sont suivis et intéressent des gens qui sont à des positions différentes et qui peuvent relayer nos messages. Alors, Daniel, peut-être une question, parce qu'on est passé sur la question des sanctions européennes. Euh, est-ce, est-ce que si demain l'Europe prend une mesure radicale, la rupture de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Est-ce que ça créera une réaction négative, c'est-à-dire que la majorité israélienne se solidariseront du gouvernement qui dit, vous voyez, le monde entier est contre nous, ou est-ce qu'au contraire, ça renforcera l'opposition qui dira, vous voyez, où nous mène ce gouvernement? Juste une phrase, rupture, il n'en est pas question et il Non, n'en sera il pas n'en est pas question. question et c'est pas Suspension réaliste. peut-être. Suspension. Et même suspension de l'accord en entier, y compris le dialogue politique et tout ça, c'est hors de question parce que ça C'est vrai, demanderait un vote à l'unanimité absolument. au Conseil européen et ça, ce ne sera pas possible. Mais j'y reviens dans une minute. Je veux juste une remarque concernant le sujet précédent sur le rôle de l'Europe. Vous avez devant vous un membre d'une minorité presque clandestine au ministère des Affaires étrangères israélien. C'est la minorité des europhiles. Vraiment, on peut les compter sur une main et mon départ a causé un drame chez mes amis parce que ça a quasiment coupé notre groupe en deux. Donc, loin de moi de sous-estimer l'importance de la participation européenne. Mais l'Europe ne pourra pas faire la paix au Proche-Orient sans les États-Unis. Ça ne marchera pas. Je le Personne ne dis parle de avec... ça. Non, si, on a parlé, l'Europe doit prendre la place des États-Unis, Non, non, etc. non, non. Je dirais, Moi, je n'ai pas non, employé cette expression, hein. Prendre la place, pas du tout. bon, c'est quelqu'un l'a dit, peu importe. Ça doit être dit que les seuls moments où il y a eu des véritables avancées
dans le dialogue israélo-palestinien, c'était quand il y avait une coopération, une collaboration transatlantique. Quand les Européens n'ont pas simplement engueulé les États-Unis et les États-Unis n'ont pas simplement engueulé les Européens, mais qu'il y a eu un dialogue plus ou moins coopératif entre les deux, et c'est vers ça qu'il faut essayer d'avancer. Je reviens à ta question, Michel. Ma réponse sans vraiment vouloir esquiver la réponse, parce que j'ai une réponse, c'est de dire que mon espoir, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est que dans les semaines à venir, cette affaire va se terminer. Que nous allons, comme j'espère, les dernières informations nous l'indiquent, peut-être nous aurons enfin un cessez-le-feu, un début où la prochaine étape des libérations des otages, et que cette période de 60 jours de cessez-le-feu dont on parle sera mieux utilisée que la précédente, c'est-à-dire que pendant ces 60 jours, les Américains et les Européens doivent insister auprès des parties que ces 60 jours soient utilisés pour conclure la fin de la guerre. La guerre, je le dis à tous mes amis israéliens, les guerres ne se gagnent pas sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, il n'y a que les batailles qui se gagnent. La guerre se gagne et se perd autour d'une table de négociation. C'est là-bas qu'elle se termine. Ce n'est jamais uniquement par des moyens militaires. Donc j'espère que ce bâton qui a été levé pour la première fois, comme l'a si bien dit Bernard Guetta, cette menace de sanctions européennes qui ne vient pas d'une minorité politique dans tel ou tel pays, mais d'un groupe important de gouvernements, y compris des gouvernements qui sont considérés proches d'Israël. Tu as mentionné l'Allemagne, ce n'est pas le seul. Il y a la France aussi. La France est un pays ami et n'a jamais brandi la menace de sanctions. J'espère que c'est quelque chose qui va mettre le gouvernement en difficulté. Et même si certains de ces soutiens vont faire ce que beaucoup de gouvernements autoritaires font, c'est-à-dire de réagir violemment et de dire nous voilà, nous ne pouvons compter que sur nous, etc., qu'il y aura quand même des voix suffisamment raisonnables pour comprendre que pour Israël, je ne parle pas de la rupture, il n'y aura pas de rupture de relations, mais la détérioration des relations avec l'Europe, c'est quelque chose de catastrophique pour Israël. Bernard, une question précise. Tu as précisé évidemment suspension des relations entre l'Union européenne et Israël. Suspension de quoi, pour combien de temps et sous quelles conditions? Mais on ne le sait pas encore, personne ne le sait encore, puisque on en est seulement à la possibilité, à la probabilité, pardon, d'un examen. Examen, oui. D'un examen. Alors, il est très probable que cet examen va prendre au moins jusqu'en septembre. Je le crains d'ailleurs, parce que je préférerais que ça aille beaucoup, beaucoup plus vite, et qu'en plus, cet examen a quelque chose d'un peu dérisoire, parce que savoir si le gouvernement de M. Netanyahou viole ou non toutes les règles humanitaires et toutes les règles de la guerre, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'un très long examen pour le savoir. Mais bon, c'est une manière pour les Européens de dire, écoutez, maintenant, premièrement, ça suffit, et deuxièmement, nous sommes décidés à agir. Et je crois que le message passe, et qu'il passe très très bien. Maintenant, j'en reviens à cette question de l'Europe et des États-Unis, parce qu'elle est absolument fondamentale, et elle le sera de plus en plus dans le processus de paix. Écoutez, il y a encore quelques mois, mais vraiment quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines, on entendait
qu'est-ce que je l'ai entendu au Parlement et dans les diverses capitales de l'Union. Mais et à Washington, n'en parlons pas. Mais de toute manière, l'Europe ne peut pas compter dans l'affaire ukrainienne, il n'y a que les États-Unis. Ah oui, tiens donc. En effet, M. Trump s'apprêtait, enfin du moins il le souhaitait, à conclure une paix ukrainienne sur le dos des Ukrainiens et des Européens avec son ami M. Poutine, et puis ça ne marche pas du tout comme ça. On s'aperçoit que l'Europe, ça existe. Et même M. Trump est obligé de reconnaître, et Dieu sait que ça lui fait mal, et Dieu sait que ça lui fait mal, que sans l'Europe, eh ben, il ne peut pas. Je crois, et ce n'est pas seulement mon souhait, c'est aussi véritablement ma conviction, que les Américains et les Israéliens et les Palestiniens vont s'apercevoir beaucoup plus vite, ou en tout cas plus vite qu'on ne le croit, que sans l'Europe, eh bien, au Proche-Orient, ça ne peut pas non plus marcher. Tu le disais à l'instant, Daniel, les rares moments de grâce dans la quête d'un accord de paix, ce sont les moments où les Européens et les Américains marchaient ensemble, en tout cas dans la même direction. Eh bien, écoutez, déjà à l'époque, il fallait les Européens, mais dans une période où les Américains voudront de plus en plus, si ce n'est se retirer, en tout cas prendre des distances, s'éloigner. Il y a un mot en américain politique qui est formidable, c'est l'estrangement. Il y a un estrangement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, plus personne ne le discute, mais vis-à-vis du Proche-Orient, ça monte. Eh bien, dans cette situation-là, forcément que l'Europe va jouer un rôle. Or, l'Europe, une Europe qui dise et qui disent de plus en plus fermement, alors qu'à Washington, du moins à la Maison-Blanche, on ne le dit pas du tout, qui disent aujourd'hui les deux États, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, eh bien écoutez, excusez-moi, ça compte. Et c'est important. Et je le dis pour notre amie l'ambassadrice de Palestine qui est sur notre plateau Oui, aussi. je peux intervenir. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous, Bernard, et même avec aussi Dani qui disait que c'est très important qu'il y a cette volonté politique d'agir de la part des États-Unis ainsi que de l'Europe ensemble. Et d'ailleurs, ce que je vois personnellement, qu'il y a une convergence d'intérêts, pas seulement en Europe et aux États-Unis, mais aussi au Moyen-Orient, parce que les pays de Golfe, c'est différentes générations qui veulent développer le pays, qu'ils s'intéressent à une région qui est stable, prospère, où aussi il peut trouver des opportunités pour les investissements. Euh, et là, je crois que l'Amérique aussi, les Européens maintenant, de plus en plus, ils s'intéressent à avoir un région fiable. J'espère que beaucoup d'Israéliens, j'en suis sûre que beaucoup quand même veulent bien avoir la paix, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur les conditions et l'analyse du passé. Mais en regardant le futur, il y a maintenant ce moment où le futur devient beaucoup plus important, ça pèse de plus en plus. Et cet intérêt surtout du pays de la région, d'avoir cette vision quand même. Et je crois que cette visite de Trump, il me semble qu'il était d'accord. Il a adopté cette vision qu'il faut développer quand même après toute cette destruction massive dans tous les pays de la région. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire de travail de reconstruction, d'avoir une vie normale pour les gens, d'avoir de boulot pour les jeunes? Des millions et des millions de jeunes qui n'ont pas de boulot, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, je crois qu'il y a cet intérêt. Et à nous, surtout, Palestiniens et Israéliens, j'ai fait des exercices, je me suis convaincue qu'il faut regarder vers le futur au lieu d'être ancré dans le passé, qui permet d'avancer. Et il est possible d'avancer. Le problème de ce que je vois, que Israël, cet gouvernement certainement, n'approuve pas de cette vision. Israël de Netanyahou, c'est Israël hégémonique, étendu dans la région, qui n'est pas nécessairement pour l'intérêt des citoyens israéliens, mais lui, il y a je ne veux pas dire mégalomanie, mais quand même, il a intérêt d'avoir cette grande Israël avec beaucoup d'influence, même des origines historiques de peuple hébreu. Et je rappelle là que même Herzl et Ben-Gurion, ils ont
ils ont dit que les Palestiniens, les paysans sont l'ancien peuple hébreu. Alors là, de parler d'un confrontement ethnique ne marche pas beaucoup. Alors je reviens sur cette vision. Est-ce que nous allons œuvrer pour une vision de cette région où les Palestiniens peuvent avoir vraiment avec la région cette future prospère, stable, normale, ou on va adopter la vision de ce gouvernement israélien qui est exclusive à ses droits. D'ailleurs, c'est la rivière à la mer, c'est ce que le Likoud a appelé pendant des années, c'est fait partie de leur charte. Et surtout avec ces gens, ces kahanistes maintenant qui sont en contrôle, qui veulent juste l'expulsion. D'ailleurs, cette guerre contre Gaza a souligné le fait que l'objectif de ce gouvernement est l'expulsion des Palestiniens. Il est clair. Ce n'est pas même la lutte contre le Hamas, c'est l'exclusion du peuple palestinien. Et maintenant, il n'arrête pas, à mon avis, parce qu'on est presque là, très vite. C'est ça l'urgence où l'Europe doit agir. Alors, je veux insister sur j'espère Daniel, que ce mouvement, qu'il y a un mouvement pour la paix, qu'il y a une adoption de cette vision où Israël sera un pays normal, quand même avec ses frontières, avec le respect du droit international, avec de vivre ensemble avec les autres, sans suprématie, voilà. Et surtout que ethniquement, on ne peut pas parler de beaucoup de différences, vraiment. Là, il faut regarder à cette question-là. Et juste un petit point additionnel, c'est sur les questions des otages. Absolument, les otages doivent revenir dans leur maison. Ça doit être incroyablement douloureux. J'imagine mon fils détenu. Mais il faut aussi parler des otages palestiniens. Il y a des milliers qui sont détenus. Pendant des années, d'ailleurs, plus qu'un tiers de la population masculine en Palestine a passé par les prisons israéliennes. Et c'est pour des raisons politiques. Et maintenant, le traitement de ces otages est insupportable. De discuter que c'est légitime de violer les prisonniers palestiniens au Knesset. Je trouvais ça quand même particulièrement choquant. Et alors, il y a les otages palestiniens ainsi que les otages israéliens et tous les otages doivent libérer. Là, on a besoin, parce que c'est nous, notre vie aussi, la vie des Palestiniens, c'est aussi précieuse. On a aussi le droit à une vie digne, à une vie quand même. On existe. Alors, qu'on essaye de parler d'une façon plus équilibrée, parce que c'est un pas en avant, vraiment. Et finalement, faire la paix, ça doit être fait entre les deux peuples. Les Américains et les Européens peuvent jouer un rôle incroyable, mais c'est nous qui peut la différence. Et on Certainement. peut, et juste un autre footnote, j'ai parlé avec les femmes israéliennes qui quand même, ce sont des femmes qui ont des professions très avancées, très capables, mais comme un mouvement féministe, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la paix? Qu'est-ce qu'ils disent? Women Wage Peace, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, que nous, vous, les dirigeants, vous allez vous mettre ensemble dans une chambre et décider à faire la paix. C'est pas possible. Il y a des femmes intelligentes qui sont capables de dire non, c'est ça ce qu'on veut. Et c'est ce que j'attends. Et un mouvement féministe en Israël qui est raisonnable, qui est sérieuse, qui a des propositions et des solutions, et les femmes peuvent faire une différence dans la société. Ça va encourager nos femmes, parce que ici, les femmes palestiniennes, malheureusement, aussi à mon avis, n'ont pas proposé aussi des sorties et des solutions pour cette misère que nous vivons. Quand même, il faut avoir des idées, il faut penser, il faut analyser. Mais ça, c'est un petit espoir, là. J'espère que ça va être réalisé, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et si Oui, on... et je veux juste dire quand même, euh, Women Watch Peace, ce mouvement, on peut toujours le critiquer, mais il a le mérite d'exister. Il réunit des milliers de femmes juives et palestiniennes de nationalité israélienne, et ça, c'est important. Il faut voir ce qui est positif. Il y a aujourd'hui des milliers de réservistes qui refusent de combattre. Il y a aujourd'hui des personnalités israéliennes, et c'est très difficile. Et c'est très difficile quand on est en guerre de Je sais. combattre
de critiquer les siens. Yair Golan, le maire de Tel Aviv, l'ancien ministre de la Défense et chef d'état-major, Moshe Ayalon, et d'autres. Il y a Ehud Olmert, il y a beaucoup de gens en Israël. Je connais. Voilà. Mais il faut quand même, quand tu connais la société israélienne, tu connais les Israéliens, je veux dire, cette tragédie des otages est quelque chose. Alors, chacun, évidemment, on peut dire, bah, les otages, ce ne sont que 20 personnes par rapport aux milliers de Palestiniens, mais ce n'est pas un problème quantitatif. Quand quelqu'un souffre, il souffre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et mais quand on parle de libération des otages, il faut parler de deux otages, de deux côtés, c'est-à-dire... Il faut, évidemment, il faut une négociation. Avec toute l'amitié, Voilà. il y a sans doute des Palestiniens qui sont injustement internés en Israël. Mais moi, je ne considère pas un Palestinien qui a tué dans un attentat 20 personnes comme un otage. Je ne peux pas le considérer otage. Et Non, ce sont ces gens-là qui sont libérés en contrepartie pour des personnes qui ont été enlevées de leur lit en pyjama avec leurs enfants et leurs grands-parents qui avaient 86 ans pour les jeter dans un tunnel à Gaza. Ils sont libérés en contrepartie pour ça. Non. Donc, on ne peut Daniel, pas je parle dire des tensions administratives. Vous le savez très bien. Il y a des milliers qui sont rentrés, sortis, ou même pas sortis, des années qui sont là, qui n'ont pas commis des crimes, ils n'ont pas des procès légaux. Et là, la grande majorité des personnes qui sont dans les détentions en Israël ont passé un procès légal. La majorité, je ne dis pas tous. Non, mais même pas dire que les gens qui ont été libérés en contrepartie dans les échanges précédents. Non, Inde, je veux terminer ma phrase. Dire des gens qui ont été libérés dans les derniers échanges que ce sont des otages, c'est de la mauvaise foi. Je suis désolé, ce sont des gens qui ont commis des horreurs et qui ont été libérés contre l'avis de 95% des Israéliens qui auraient préféré qu'ils restent en prison jusqu'à leur dernier jour parce qu'ils ont commis des crimes. Alors que les 251 personnes qui étaient prises en otage le 7 octobre n'ont commis zéro crime. Non, il y a des militaires là-dedans, je m'excuse. Il y a des militaires. Non, mais aussi, s'il vous plaît, Dani, vraiment, il y a tous ces Palestiniens qui étaient détenus il n'y a même pas de procès légal. Et puis des femmes, même des enfants. Même des enfants, j'ai des amis les enfants de mes amis qui étaient là à 12 ans dans les prisons, ils sont sortis à 18 ans. Quand même, on ne peut pas discuter les détails, mais... Daniel, est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre pardonnez-moi, mais que l'on ne se perde pas dans ce genre de débat. Parce que, écoutez, autrement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et on est là pour parler du rôle de l'Europe, mais surtout de la possibilité ou de l'impossibilité. Je crois à la possibilité, mais quand même, d'une relance du processus de paix. Et si vous me permettez, moi, je voudrais vous faire une demande à l'un et à l'autre, et à l'ensemble des Israéliens et des Palestiniens qui nous écoutent, puisqu'il y en a beaucoup en dehors du plateau. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible aujourd'hui que des intellectuels, des universitaires, simplement des esprits libres, israéliens et palestiniens, se réunissent et disent, ça a déjà été fait, mais comme il est temps de le refaire, et disent, voilà, nous voulons vivre en paix, nous voulons coexister, et voilà les conditions minimales que nous voyons, nous, pacifistes israéliens et pacifistes palestiniens, pour y arriver. Moi, c'est ce que j'attends. Autrement, si comme Européens, je termine, si comme Européens qui essayent de faire progresser les choses, mon Dieu, comme c'est difficile et comme c'est fragile, mais malgré tout, qui essayent, je me retrouve devant des Israéliens et des Palestiniens qui disent mes otages, mes prisonniers, un siècle de difficultés communes. Non, c'est pas la peine. À ce moment-là, on n'avance pas. Bernard Guetta,
Non, Je je dois pense répondre à que, ça. Je dois oui, mais répondre à ça. l'échange, en tant que meneur de jeu, je voudrais intervenir, l'échange entre Dany et Ian Coury était normal et légitime Oui, parce que si on était tous d'accord, il n'y aurait pas de conflit. Et il y a un conflit parce que chacun ne voit pas les choses de la même manière. Et donc, ce qu'il Non, faut, c'est ouvrir un cycle diplomatique de négociation, arrêter la guerre et où on discutera de tout ça. Mais il y a beaucoup de ressentiments des deux côtés et qui sont légitimes et qui sont réels et qu'on doit respecter. Mais ce qui compte, c'est de se tourner vers l'avenir. Et la question que alors, je voudrais pas, peut-être que Daniel voulait intervenir sur autre chose, mais je voudrais quand même, avant de passer la parole aux spectateurs au public qui posent beaucoup de questions. Les gens se bousculent pour poser des questions. La question de la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors, Bernard, je sais que là, ce n'est pas toi directement qui est à la manœuvre, mais c'est le président de la République française, tu es membre de son parti. Le 17. non, Ah, non, tu n'es pas non, membre de son parti. non, Alors, non, mais tu es non, sur la liste Renew, pardon, excuse-moi. absolument. Voilà, voilà, tu es un indépendant sur la Qu'importe, qu'importe. personnalité associée voilà, de la société civile. Voilà. Mais la France prend une initiative importante avec l'Arabie Saoudite, une grande réunion, mais je crois autour du 17 juin à New York. Mais qu'est-ce que tu souhaites, toi? Qu'est-ce que tu penses? Reconnaissance unilatérale de la Palestine par la France, reconnaissance de la Palestine par plusieurs États européens en même temps, ou reconnaissance de la Palestine par plusieurs États européens en échange de la reconnaissance d'Israël par plusieurs États arabes. Et, et, Alors, puis, et puis Macron a dit une chose, il a dit il faut un État de Palestine sans le Hamas. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. très simple. D'une part, ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent, et précisément durant la réunion, le sommet en vérité, aux Nations Unies, il est non pas certain, mais maintenant très probable que la France reconnaisse la Palestine et qu'elle ne soit pas le seul pays européen ou occidental à le faire à ce moment-là. Les choses peuvent changer, je ne dis pas que c'est une certitude, mais il est assez probable que ça se passe de cette manière-là. Il ne s'agirait pas, dans l'esprit des dirigeants français, de reconnaître la Palestine pour sanctionner le gouvernement Netanyahou. Absolument pas. Beaucoup de gens le pensent, voient cela comme ça. Pas du tout. Il s'agit de reconnaître la Palestine afin que, et là c'est tout à fait le point de vue que je développe et défends depuis un an maintenant, lors de la campagne pour les élections européennes, j'avais très clairement pris position pour la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Pourquoi? Parce que je crois premièrement qu'il faut qu'il soit dit par le plus grand nombre possible d'États, et il y en a maintenant beaucoup, qu'il doit y avoir un État palestinien comme il y a un État israélien, premièrement, et deuxièmement parce que le jour où des négociations de paix se rouvriront, et ça se passera dans 6 mois ou ça se passera dans 15 ans, je n'en sais rien, mais ça se passera forcément, évidemment qu'il y aura une reprise de négociations, il serait nécessaire, profitable, que ces négociations ne portent pas dans un premier chapitre sur existence ou non d'un État palestinien, mais qu'on l'on passe directement à la définition des frontières, à la question de la capitale, à la question de la sécurité dans la coexistence de ces deux États. Bref, il faut accélérer les choses politiquement, intellectuellement. Voilà. Maintenant, combien d'États occidentaux reconnaîtront la Palestine à la mi-juillet, à la mi-juin, pardon, je ne le sais pas, mais probablement plus qu'un. Dany Sheikh, Dany. je dois d'abord dire un mot sur ce que Bernard a dit tout à l'heure.
Tu sais très bien que la vie, ce n'est pas noir et blanc. Et le fait que je me dispute pendant 3 minutes de ce débat de 90 minutes avec Hind ne veut pas dire on ne peut pas arriver à la conclusion, ça ne sert à rien. Rien que pendant ces derniers 6 mois, j'ai participé personnellement à 3 réunions d'Israéliens et de Palestiniens. Donc dire que ce dialogue entre intellectuels et autres personnalités israéliennes et palestiniennes n'existe plus, c'est simplement pas vrai. Je fais partie notamment de cette belle initiative de Ehud Olmert et Nasser Al-Kidweh. Nous nous sommes réunis il y a quelques mois à Larnaca, 50 Palestiniens, 50 Israéliens. J'espère que pour accompagner le sommet voulu par la France le 16 et 17 juin à New York, il y aura aussi une deuxième réunion de ce cadre plus grande à Paris. J'espère y être. Et j'ai d'autres activités, donc ce n'est pas quelque chose l'un ou l'autre. Hind a entendu beaucoup de choses de ma bouche qu'elle n'a pas aimées. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses de la bouche de Hind que je n'ai pas aimées. Et on a accepté, c'est pas grave. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui me semble important et où je dois mettre le doigt sur quelque chose qui me heurte quand elle parle. Et Pareil pour moi. ça ne devrait pas créer du désespoir chez toi, Bernard. Non, ça ne crée pas du désespoir. Et pardon si je t'ai blessé, mais simplement, Non, puisque... non, c'est pas du tout personnel, c'est juste pour te rassurer Non, que ça mais ne veut pas si... dire que le dialogue n'est pas possible, D'accord, mais même si si on on est... insiste de temps en temps sur quelque chose. Ça veut dire que Mais c'est je un veux vrai quand même dialogue. répondre sur la C'est un vrai question de dialogue. la reconnaissance. Et je vais peut-être te surprendre ou vous surprendre tous. Moi, je suis de ceux qui pensent, en tant qu'Israélien, que le premier pays qui aurait dû reconnaître un État palestinien virtuel, c'est Israël. Pas pour faire plaisir aux Palestiniens à nouveau, mais parce que nous aurions eu face à nous un partenaire responsable de ces actes pour responsabiliser les Palestiniens. Et avec la reconnaissance en tant qu'État, même si c'est un État virtuel, il faut quand même le rappeler, sur le terrain, il n'y aura pas d'État, sauf quand, comme Hind le dit, les peuples israéliens et le peuple palestinien vont trouver un accord. Mais nous aurions face à nous une entité qui a aussi des obligations. Et si on parle déjà d'entité politique, je pense, il faut le dire aussi avant que nous passions aux questions des autres, que la condition sine qua non pour sortir de cette guerre d'abord, c'est possible maintenant, avancer vers la paix, ce n'est pas possible maintenant dans les conditions politiques qui règnent à la fois en Israël et en Palestine. Il faudra changement de gouvernement ici et là pour avoir des équipes à la fois plus mobilisées et plus crédibles aux yeux de leur propre peuple. Je le pense aussi. Je le pense aussi, mais ça n'empêche pas, bien au contraire, à mes yeux, que la France et d'autres pays, et je l'espère et le souhaite, reconnaissent la Palestine pour la même raison que tu viens de dire. Il aurait fallu Je ne qu'Israël suis pas soit le contre, si ce premier. n'était pas clair, je ne suis pas Voilà, contre du tout. exactement. Il aurait fallu qu'Israël soit le premier État pour responsabiliser la partie palestinienne. Je pense aussi que la reconnaissance de la Palestine par la France et d'autres peut responsabiliser les Palestiniens. Je veux Alors faire maintenant, quelques remarques, je peux? oui, bien sûr. Oui. Alors, quand même, on a vécu cette période d'un processus de paix qui n'a jamais abouti, mais quand même, il y a 30 ans, c'est presque une bonne partie de notre vie. Ce qui compte, c'est les gouvernements parce que c'est eux qui agissent et ils peuvent tout gâcher. Comme société civile, vous vous rappelez bien, Daniel, après Oslo, quel travail ensemble, tous les secteurs de la société ont travaillé ensemble. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Et il faut dire que les Palestiniens, je crois, la plupart sont très déçus. Ils ne croient plus à cette... Pourtant, il y a toujours des efforts, certainement. Il y a des groupes qui travaillent là-dessus.
Mais la plupart ne travaillent pas. C'est pas, il faut un mouvement beaucoup plus large, mais ils ne croient plus, ils n'ont pas la confiance que Israël va avancer parce que les choses ont régressé d'une façon très, très dramatique. Et sur les questions de gouvernement et concernant les obligations, qui est-ce qui brise les accords tout le temps? Ah oui, c'est pas possible que Israël attend que tout le monde respecte les accords, mais Israël a le droit de briser les accords quand elle veut. Au Liban, elle l'a fait un peu partout, et c'est pas acceptable. S'il y a un accord, accord de cessez-le-feu inclus, et surtout, pourquoi pas le respecter, tout simplement. On ne peut pas être en dessous de la loi. C'est pas possible, ni pour Israël, ni pour personne. Pour le Hamas, ils ont accepté d'être en dehors de gouvernement. C'est déjà accepté. Et alors, bien sûr, il y a quand même une horrible situation là-bas. Et je vous assure, s'ils vont, baisser les mains, on dit, Levez les mains. si le Hamas Capituler. vont lever les mains demain, rappelez-vous de Beyrouth, c'est quand les résistants, ils ont quitté le Liban qu'on a eu Sabra et Shatila. Là. Quand même une expérience, quand les citoyens n'ont rien pour se protéger, il peut avoir pire que ce qui se passe à Gaza maintenant. Ça peut être même pire que ça. Et les négociations étaient presque faites. Il faut avouer, que vous travaillez avec Olmert, il y avait un très important avancée sur les négociations en 2008. Si on recommence, il faut recommencer de cette point dessus, pas toujours commencer de nouveau. Et c'était toujours un problème de discuter n'importe que ce soit avec les différents gouvernements Netanyahou. Pour la reconnaissance de l'État, c'est le droit international, je crois. Que les pays européens, oui, ils doivent accepter, il fallait accepter même avant. C'est juste un reconnaissance, et ça est très important, un reconnaissance que ces Palestiniens qui ont été niés le droit d'exister dans leur propre maison, ils font partie de cette géographie, qu'ils sont des gens qui ont des droits dans ce pays. On a toujours nos maisons de l'autre côté de l'univers. Et dans ce sens, il est important. Tout simplement, l'application de droit, ça peut être un premier pas parce que c'est pas la paix et certainement c'est pas c'est le début d'un rôle de l'Europe. Et j'espère qu'il y aura des actes pour peser sur la situation. Voilà. Merci beaucoup, In. Alors, ça fait 1h10 que nous débattons et c'est passionnant. Je voudrais juste dire une chose en tant que Shalom Salah. Je pense qu'il est important, mais pour nous tous, euh, d'aborder ces débats avec un esprit critique à l'égard de nous-mêmes. Car si les différents processus de paix ont échoué, c'est forcément la faute des autres, mais c'est aussi forcément la faute de nous-mêmes. Et donc, je crois qu'on offrira des choses nouvelles, qu'on ne pourra avancer vers de nouvelles perspectives qu'en ayant un esprit critique tous azimuts et en essayant, y compris, de se remettre en cause. C'est ce que nous essayons de faire à Shalom Salam et je crois que c'est ce que nous devons faire ensemble. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Je voudrais juste, à chaque fois, je dis un petit mot sur l'organisation, souligner l'importance du soutien et du partenariat avec la revue politique internationale, Patrick Wajman, le directeur, son épouse, Catherine Wajman, Anne Le Fur, la rédactrice en chef, suivent ce webinaire. Je les salue amicalement et je les remercie pour leur soutien, pour leur participation, pour le partenariat, pour les articles, les nombreux articles qui sont mis en ligne et que nous allons maintenant reprendre sur le groupe WhatsApp. Certains écrits par moi, d'autres par Anne Baird, d'autres par Gérard Benamou, d'autres par d'autres personnes qui ne sont pas dans ce groupe Shalom Salam. Et donc vraiment remercier chaleureusement toutes ces personnes d'horizons différents qui soutiennent nos initiatives. Voilà. Alors maintenant, je crois que là, on va forcément créer des mécontents parce que Anne me dit qu'il y a 25 questions. Et Non, moi, pas j'en ai aussi. 25. Ça, c'était il y a 25 minutes. Je n'ai jamais vu autant de réactions parce que je dois dire que ce ne sont pas toutes des questions ouvertes. Oui. Il y a quand même beaucoup d'émotions, des émotions qui ont l'air de se répondre les unes aux autres. Donc, réaction très vive ce soir avec 55 interventions et ça continue de rentrer. Donc, évidemment, on ne pourra pas les prendre toutes une par une, mais je voudrais distinguer un certain nombre de thèmes qui reviennent en miroir.
comme à l'instar des intervenants, les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres, bien qu'ils ne se parlent pas, puisque j'ai pris vos questions séparément. Donc nous avons des réactions très vives, notamment sur le terme de génocide. Et peut-être est-ce l'occasion aujourd'hui, parce que ce mot revient systématiquement dans le débat, d'ouvrir le débat et d'entendre quels sont les arguments que un député européen ou un ambassadeur d'Israël ont pour démonter cette accusation ou pas de génocide. C'est-à-dire qu'on a à la fois des réactions, je pense à Jacqueline London, Michel Lévy-Soussan, ça bloque le discours, ça enferme tout le monde, cette question de génocide. Est-ce qu'il y a un génocide? Est-ce que ce n'est pas à mettre en relation aussi avec un sondage récent qui a été mentionné par Martine Cohen, qui montrait que 82% des Israéliens trouveraient acceptable, voire peut-être même souhaitable, le transfert de la population civile de Gaza, transfert momentané. J'en profite pour dire au passage que dans la plupart de ce genre de conflits dans le monde, les populations s'auto-transfèrent ou sont transférées, ce qui n'est pas le cas pour ces Palestiniens qui sont enfermés dans la bande de Gaza. Euh, que pouvez-vous répondre sur ce terme de génocide avant de passer aux autres thèmes qui sont plus politiques, on va dire rôle de l'Europe, rôle de la France, rôle éventuellement des Nations Unies ou responsabilité d'Israël pour prendre son initiative? On y reviendra derrière. Mais je voudrais purger déjà cette affaire très émotionnelle autour du terme génocide. Oui. Alors, Ouais, je veux être très Lynn courte Coury, peut-être. ouais. Non, ce que je repense, je ne suis pas un avocat dans le droit international, mais quand même, il y avait beaucoup d'enquêtes dans cette question-là, inclus dans les instances internationales de justice. Je comprends que le génocide crée des conditions où la vie est impossible. Et quand vous regardez Gaza, il ne faut pas chercher très loin pour voir que la vie est impossible. Sans école, sans hôpitaux, sans infrastructures, sans maison. Je ne peux pas commencer à imaginer même quelle sorte de vie ces gens ont. Alors maintenant qu'ils sont niés la vie, il faut les transférer parce que c'est bien pour eux. Vraiment, c'est un logique que je ne peux pas comprendre et c'est inacceptable. La deuxième question, c'est la question de la définition du génocide, c'est l'intention. Et là, on a eu des responsables de gouvernement israélien qui s'est prononcé très clairement en soutien de génocide, de transfert, de bombardement, de tout. C'est que les enfants sont tous des terroristes, qu'il n'y a pas des innocents à Gaza. Il n'y a pas question que l'intention manque. Alors, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Dany, Bernard? Non, moi, ma chère Anne, tu as abordé un sujet qui peut nous occuper jusqu'à minuit. Mm. Je dirais simplement que je ne vais pas le faire, mais je peux commencer à citer des responsables palestiniens des extrêmes qui ont dit des choses horribles sur ce qu'ils souhaitent de l'avenir, et je ne transfère pas ça à tous les Palestiniens. Et donc, ce que dit Bezalel Smotrich ne peut pas non plus représenter ce que les Israéliens Mais il est veulent. responsable. Il est responsable, mais il n'est pas décideur. Nous sommes quand même une démocratie. Ce n'est pas lui qui décide de l'avenir de Gaza. Bezalel Smotrich, d'ailleurs, il risque de quitter le gouvernement pendant qu'on se parle encore, si vraiment il y aura un accord dans les heures ou dans les jours à venir. Le ciel Mais t'entende, le ciel t'entende. ce n'est pas le sujet. Je vais dire sur la question du terme, c'est peut-être un problème personnel. Moi, je suis fils de deux rescapés de la Shoah. C'est la raison pour laquelle je suis très, très prudent sur les termes. De la même manière que je refuse la comparaison que beaucoup d'Israéliens ont fait entre le 7 octobre et la Shoah, je n'utilise pas non plus le terme de génocide. L'un et l'autre me semblent pas approprié dans les conditions actuelles. On peut ne pas être d'accord avec moi, c'est ma position. Je propose qu'on passe à d'autres sujets parce que c'est un débat interminable.
qui ne se résoudra pas ici. Si Bernard, tu n'as rien à dire sur le sujet, effectivement, on a du temps pour passer aux autres questions, J'ai comme tu le écrit un souhaites. article sur la question qui se trouve sur mon site. Mais je pense effectivement tout à fait comme Daniel que ce débat est un peu superflu maintenant. Pour parler moins d'émotions mais de politique, quant au rôle de l'Europe, qui est notre sujet du jour, on a d'un côté une Europe généreuse qui subventionne des manuels scolaires. On a des interventions dans notre chat concernant l'après. Est-ce que l'Europe n'aura pas un rôle à jouer de rééducation, de revoir non seulement les manuels scolaires, mais également comment et quoi célébrer les cultes qui sont inculqués aux enfants dans les écoles? Ça, c'est côté palestinien. Est-ce que le rôle de l'Europe, c'est d'être éternellement une donneuse de leçons? Je suis obligée de refléter aussi la tonalité des questions que nous avons reçues. Est-ce qu'elle a vraiment un plan? Parce que c'est facile de vouloir, il faut encore le pouvoir. Prôner également un comportement, c'est aussi le faire chez soi et dans ses propres guerres. Et la guerre, ça n'est pas propre. Qu'est-ce qu'il en est d'options comme le plan égyptien? Est-ce que l'Europe va adopter ce plan égyptien? Quelle est sa position? Qu'en est-il de la Confédération? Pourquoi est-ce qu'il ne reste plus, semble-t-il, que la solution aux deux États? Et quelles sont les pressions que l'Europe peut mettre sur le Hamas? Et j'aimerais bien, Bernard, que justement ce soit toi qui répondes en premier sur la politique européenne Vous et les avertis qu'on outils dont risque dispose d'avoir l'Europe. Oui, une effectivement. alerte dans quelques minutes. Je suis prête à descendre et j'ai mis Alors mes oui. oreillettes pour pouvoir y aller. Absolument. Ah, zut. Moi, je ne bouge pas. Ça y est. Alors moi, j'ai une Pour question moi, peut-être. je peux continuer. J'ai une question toute Simplement, il y a simple. du bruit dehors. J'ai une question toute simple à laquelle vous pouvez répondre rapidement, peut-être Inde et Daniel, puisque c'est une autre question, puisque j'ai aussi reçu des questions qui complètent celle qui a été posée par Anne sur la question des manuels scolaires. Donc, est-ce que quelqu'un demande pourquoi l'Europe continue de financer des manuels scolaires palestiniens qui dénigrent et voire qui appellent à la haine d'Israël? Mais quelqu'un demande aussi à Danishek pourquoi est-ce que en Israël, on ne devrait pas, dès l'enfance, éduquer les enfants juifs et arabes à vivre ensemble et notamment à être dans les mêmes écoles et à suivre le même enseignement? Deux questions finalement qui se complètent. Moi, je vais donner la parole à Inde parce qu'il y a un bruit fou autour de moi de la sirène. Donc, merci aux outils d'intervenir dans notre débat. Inde, c'est à toi. Voilà, pour vous dire la vérité, je ne peux plus entendre cette discussion sur le manuel scolaire. Il y avait des différents rapports de la part de l'Union européenne qu'il n'y a pas de l'antisémitisme dans ces livres, que ça va, en tout cas, beaucoup des éléments étaient pris en dehors de manuel. Et je rappelle qu'il y a tout un livre qui parle des manuels scolaires d'Israël elle-même, qui sont anti-arabes, anti-palestiniens, des classes des plus petits qui quand même endoctrinent les Israéliens pour cette haine qui est devenue une partie de cette culture israélienne. Et je trouve qu'il faut aussi de l'équilibre. Si on critique d'un côté, il faut regarder de l'autre côté. Et il y a des preuves, il y a des recherches qui étaient faites sur cette question, sur les livres israéliens aussi. Il faut, si déjà il y a des livres palestiniens, de l'histoire, de langue arabe, surtout de l'histoire ou de géographie qui n'ont plus de sens. Parce qu'ils ont coupé des pages, alors il n'y a pas une continuation logique dans ces livres. Et ça aussi, ça c'est terrible pour les enfants. Je ne sais pas pourquoi cela peut continuer. Et surtout que les critiques continuent et j'ai entendu cela pendant 30 ans, et il est temps que cela s'arrête. Alors, je voudrais mentionner la question concernant la politique du gouvernement français. On a donc cette conférence de la société civile qui est convoquée par le président Macron le 12 juin à Paris. Et on voudrait savoir quelle est aujourd'hui la position du ministre des Affaires étrangères
Jean-Noël Barrot, sachant que je crois qu'il a fait une déclaration aujourd'hui, un discours dans les réseaux sociaux dans lequel il parlait justement de cette politique en 4 points. Donc, je renvoie nos auditeurs aux réseaux sociaux aussi. Et quelle est la position de Benjamin Haddad? Est-ce qu'il y a un alignement entre le président Macron et d'autres personnalités en France? Je ne crois pas qu'il y ait de, puisque je suppose que la question s'adresse à moi, je ne crois pas qu'il y ait la moindre divergence entre le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires européennes et le président de la République. Certainement pas sur cette question, absolument pas. Peut-être sur des questions de politique intérieure, le financement de je ne sais pas quoi et le montant du budget de ceci ou de cela. Mais sur cette question-là, non. Il y a évidemment une unanimité et une unanimité qui dépasse, et heureusement, je m'en félicite, qui dépasse le cercle de ces 3 hommes, de ces 3 responsables. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure que vous faisiez allusion à une question qui a été posée. Quel est le plan de la France ou de l'Europe? Je me souviens peut-être de l'Europe. Quel est le plan de l'Europe? Mais l'Europe n'a pas un plan sur le tracé des frontières. L'Europe n'a pas un plan sur des échanges de territoires, puisqu'il est vraisemblable que le jour venu, il y aura des échanges de territoires. Je vois mal en tout cas comment ça pourrait ne pas se faire. Mais si l'Europe arrivait avec le plan, le tracé des frontières, les échanges de territoires, on pourrait lui rire au nez et lui dire des 2 côtés, mes chers amis européens, ce n'est pas à vous de tracer les frontières, ce n'est pas à vous de définir les termes de l'accord. En revanche, c'est certainement aux Européens, dont la France, pas seulement la France, l'ensemble des Européens, France comprise, de dire que en tant que riverains de la Méditerranée, oui, nous voulons la paix, nous voulons la paix au Proche-Orient, entre Israël et la Palestine, et que cette paix ne peut pas passer durablement, en tout cas, par une autre solution que la coexistence de 2 États. C'est ce que nous disons. Si demain, un chef de l'État français ou le Conseil européen, les 27 chefs d'État et de gouvernement, se mêlaient de vouloir tracer les frontières de ces 2 États, je serai le premier à crier au fou, mais que l'on se rassure, ils ne le feront pas parce qu'ils ne sont pas complètement fous. Eh Dans bien, si je l'immédiat, peux, oui, oui, Daniel. en 2 minutes. D'abord, je veux saluer l'initiative française, l'initiative du président Macron. Je pense que c'est courageux de le faire en ce moment. Ça va au-delà de simplement calmer le jeu sur le terrain, mais ça a un regard vers un avenir plus lointain. Et moi, je répète toujours à mes interlocuteurs que dans cette situation-là, plus on est ambitieux, plus il y a des chances de réussir. C'est-à-dire que si on se contente simplement de pacifier temporairement la frontière entre la bande de Gaza et les kibbutzim limitrophes, c'est juste une question de temps avant que ça pète la prochaine fois. Il faut un vrai processus et il faut mettre ce processus bilatéral israélo-palestinien dans un contexte régional qui, paradoxalement, lui, existe. C'est peut-être la composante qui est la plus stable actuellement. C'est la volonté d'une grande partie, pas évidemment toute la région, mais d'une partie de la région de servir comme une sorte de police d'assurance à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Je dirais que je suis d'accord entièrement avec Bernard, ce n'est pas le rôle de la France ni des États-Unis de dicter ou de Bien sûr. proposer les détails. C'est aux parties prenantes de négocier. Ce que fait la France et ce que je trouve louable, c'est de remettre la solution à 2 États dans la position qu'elle mérite. Parce que toutes les autres sont des chimères. Ni un État où tout le monde va vivre heureusement ensemble, ni la conquête l'un de l'autre, ce sont des choses complètement fantastiques, fantasmagoriques, ça n'a rien à voir avec la réalité. La seule possibilité, c'est le partage, c'est une séparation amicale
ou comme disait Feu Amos Oz, un accord israélo-palestinien, ce n'est pas un mariage, c'est un divorce à l'amiable. Alors, à court terme, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous proposez pour Gaza? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il faudrait que Gaza soit placé sous mandat international, comme l'avait été le Kosovo en 1999, le temps avec un mandat de l'ONU, un mandat de l'Union européenne et des pays arabes, pour écarter finalement les belligérants et prendre le temps de reconstruire et de créer les conditions d'une démocratisation et d'élections libres, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Michel, il ne t'a pas échappé que je ne suis pas le président de la République française, Ah ni bon, pas le encore. président du Conseil européen, ni même un ministre des Affaires étrangères. Je ne suis qu'un député. Cela étant, il me semble très, très évident que si on en arrive à un cessez-le-feu de 60 jours, puisque l'on parle de cela pour l'instant, et que ça ne semble pas, je croise les doigts, totalement impossible. C'est très loin d'être acquis, mais ça ne semble pas totalement impossible aujourd'hui. Eh bien, il faudra mettre à profit ces 60 jours pour décider et décider entre tous les acteurs. Et tous les acteurs, ce sont les grands acteurs régionaux. C'est évidemment le gouvernement israélien, c'est évidemment l'autorité palestinienne, et je pense aussi que ce sont les États-Unis, les Américains et les Européens. Il faudra mettre à profit cette période de 60 jours pour savoir comment est-ce qu'on peut le moins mal possible organiser une gouvernance de cette bande de Gaza totalement détruite aujourd'hui. Il ne reste à peu près plus rien. Il ne reste à peu près plus rien. C'est donc extraordinairement difficile. Il est bien évident à mes yeux, mais je ne sais pas si ce point de vue pourra l'emporter, je l'espère en tout cas. Il est bien évident que ce n'est pas Israël seul qui pourrait gérer la bande de Gaza demain, que évidemment que ce n'est certainement pas le Hamas non plus. Ça devrait être l'autorité palestinienne appuyée par des acteurs régionaux. Euh, Est-ce que c'est ça qui se fera? Moi, je n'en sais rien et je doute que quiconque le sache totalement, complètement aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, notre émission, notre débat semble avoir eu beaucoup d'influence, puisque apparemment, Israël, peut-être influencé par nos discussions, aurait accepté le plan américain. Oui, Euh, c'est la une du Haaretz depuis voilà, plusieurs heures. voilà. Oui, Mais pas le Hamas. Voilà. Donc, ils ont anticipé le débat puisqu'ils ont accepté déjà avant qu'on commence. Exactement, voilà. exactement. Non, mais Donc, le Hamas, paraît-il, examine, n'a pas refusé à l'heure alors, qu'il est. est-ce que ça oblige à continuer jour et nuit jusqu'à ce que l'accord ait lieu? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il va falloir conclure notre réunion avec peut-être les dernières questions posées par Anne Baer. Non, je pense que c'est très difficile de conclure et de les prendre toutes. Il y a eu énormément de questions aussi sur les opinions publiques de part et d'autre. C'est-à-dire, on a parlé de féminisme et avec Inhouri, de femmes qui devraient euh, se faire entendre davantage. Et on m'a posé la question, où sont les féministes du côté de Gaza? Est-ce qu'il y a avec qui parler? Ce n'est peut-être pas à moi de Ah, répondre. non. Non, je commence avec l'opinion publique, mais j'ai d'autres points à faire. Et sur l'opinion publique, euh, les Palestiniens parlent pour tous les Palestiniens. Il faut pas, c'est pas nécessaire que les femmes de Gaza parlent pour le futur de Gaza. Oui, absolument pour leurs besoins, parce que leurs besoins maintenant et l'aide immédiate et urgent, il est important, il est important de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces femmes et ces enfants à Gaza. Mais moi, je pars sur le sens de l'influence de l'opinion publique sur le processus politique, sur le futur. Et là, ils peuvent jouer un rôle. Malheureusement, de deux côtés, ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant et je trouve ça, c'est une déception. Parce que un autre point sur aussi le processus politique et le futur de gouvernance à Gaza.
les Palestiniens savent quoi faire avec les siens. Je vous assure, il y a des capacités. Tous les jours, je suis tellement impressionnée avec les capacités qu'il y a, des ressources humaines capables. On peut, avec un soutien régional, il faut ça discuter, architecture, sécurité peut-être, mais il faut laisser les Palestiniens gouverner. D'ailleurs, partout dans le monde, on a besoin que le peuple commence à gouverner eux-mêmes. Et sur la proposition française, surtout sur cette conférence à New York, je crois qu'il il est très important, il est à ce moment-là, c'est une initiative très critique, mais il faut faire attention parce qu'il y a un passé, il y avait des initiatives qui sont échouées et il ne faut pas répéter les mêmes questions. Et ce qui compte dans n'importe quel plan, c'est comment il est exécuté. Est-ce qu'on réussit à faire l'impact qui est désiré et arriver à les objectifs? Une C'est question tout. qui est en rapport avec notre sujet, qui a été posée par Delphine Lalu. Est-ce que les Européens, et ça s'adresse à notre ami Bernard, est-ce que les Européens soutiennent le plan égyptien? Je ne pense pas qu'il y ait une position unanime de l'Union européenne Oui, on sur dit le les plan Européens égyptien. toujours. Non, non, non. Et il me semble que par son voyage au Caire et à la frontière de Gaza, le président français a marqué, allez, je vais faire l'ambassadeur, a marqué son intérêt pour l'initiative ou le plan égyptien. Est-ce que c'est une adhésion complète, une reprise en compte par la France du plan égyptien? Je ne crois pas qu'on en soit là. Mais pour une raison simple, c'est qu'on n'en est pas encore au cessez-le-feu. Peut-être, espérons-le, dans quelques heures ou quelques jours. Je ne sais pas. Mais on n'en est pas encore au cessez-le-feu. On n'en est pas encore à l'ouverture des négociations qui, croisons les doigts, pourraient, devraient, souhaitons-le, durer 60 jours. N'essayons pas de mettre la charrue avant les bœufs. En revanche, il faut dire que l'objectif à long terme, et c'est évidemment là-dessus qu'il faut insister, l'objectif à long terme, c'est la coexistence de deux États. Donc l'existence, au moins juridique, au moins politique, d'une Palestine. Mais pour le reste, tout dépend des négociations, tout dépend des discussions, et principalement, pas uniquement, bien entendu, mais principalement entre Israéliens et Palestiniens. Oui. Allô, vous m'entendez? Moi, j'entends. Bon. Ben, écoutez, nous allons arriver à la conclusion de ce webinaire. Je propose que chacun des trois participants, donc Bernard, Inde et Dany, conclut. Qu'est-ce que vous retirez de ce webinaire et qu'est-ce que nous pouvons les uns et les autres continuer à faire ensemble pour œuvrer à la paix, qui est un très long chemin et nous n'en sommes qu'au début. On Qui va laisser commence? les ambassadeurs commencer. Il Alors, va commencer. Inde. Ouais. Ouais, c'est juste un souhait peut-être, parce que la situation est tellement compliquée maintenant. Mais moi, je crois vraiment qu'on peut construire une future magnifique. Et parce qu'il y a une complémentarité très importante entre les deux peuples. Israël a beaucoup réussi la bureaucratie, la société civile, l'innovation, la technologie, l'économie. Elle peut contribuer d'une façon très importante, s'il y a une volonté politique, la bonne volonté, à la construction de cet État palestinien. Moi qui ai connu quand même, il n'y avait pas de frontières, malgré le conflit politique, on a vécu beaucoup de très bonnes relations avec les Israéliens, Israéliens et Palestiniens avant 88, qu'on peut construire cette future qui doit être quoi, the light unto the nation. C'est vraiment la lumière sur les nations, quoi. Je le crois, c'est possible. Il faut bien espérer qu'on peut prendre toutes les pas nécessaires pour y arriver. Merci, Inde. Dany. Moi, moi j'ai passé de longues années de ma carrière auprès d'un grand optimiste qui s'appelait Shimon Peres. Et il disait deux choses.
La première, c'est que quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste? Tous les deux vont mourir, mais l'optimiste va mieux vivre. La deuxième chose qu'il a dit, et c'est encore plus important par les temps que nous vivons, c'est que l'astuce des optimistes, c'est de rester optimiste quand il n'y a aucune raison tangible de l'être. C'est là les vrais optimistes. Parce que quand tout va bien, c'est pas difficile. Mais pour moi, l'optimisme est moins important. Je pense que l'espoir, c'est plus important que l'optimisme. L'espoir, c'est quelque chose qui incite à l'action, à faire quelque chose. Et j'ai toujours été de ceux qui pensent, à la fois quand j'étais dans la carrière et certainement quand j'ai quitté, c'est que si quelqu'un a la possibilité de faire quelque chose d'utile pour la paix, c'est une obligation morale de répondre à cet appel. Je vais continuer à le faire. Vous savez, peut-être, j'ai beaucoup de craintes pour mon propre pays. Et comme tu sais, peut-être, Michel, je suis marié à une femme politique israélienne, une ancienne, Émilie Moati, une ancienne députée du Parti travailliste et future députée des démocrates, j'espère. Elle est, elle est très confiante que le gouvernement israélien ne tiendra plus très longtemps. Ce sera peut-être le déclic et ce sera peut-être le moment pour Inde, si elle s'aventure à Tel Aviv, je t'invite à dîner avec Émilie et moi pour discuter sans le public autour de nous d'un meilleur avenir. Pareil pour vous, hein, vous êtes invité chez moi, Bon, avec plaisir. vous Et, êtes tous les deux invités chez moi, et vraiment, à Paris. Mais moi, je voudrais vous raconter 4 petites anecdotes pour conclure ce débat. La première, c'est, il y a une vingtaine d'années, j'avais organisé à Paris un dîner autour de Shimon Peres, vraiment en tout petit comité. Nous étions 6 ou 8. Et Shimon Peres commence, mais une envolée lyrique incroyable sur sa grande idée du marché commun proche-oriental. Et au bout d'un moment, d'une petite voix timide, je lui dis, mais monsieur le ministre, est-ce que quand même vous n'êtes pas trop optimiste? Et il se tourne vers moi indigné et me dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme? Avec le pessimisme, on ne fait rien. La deuxième anecdote que je voudrais vous raconter, je pose la question il y a de cela une trentaine d'années à un collaborateur très très proche de Gorbatchev, un homme déjà assez âgé, et je lui dis, mais quoi, vous, dans votre jeunesse, vous avez été un soutien de Staline, vous avez été un stalinien, forcément, vous étiez dans l'appareil. Et il lève la tête et il me dit, vous pourriez lire, cher Bernard, dans la Bible, ne me demande pas d'où je viens, mais où je vais. Ne me demande pas d'où je viens, mais où je vais. Et puis une troisième citation, Jean Daniel, le fondateur et si longtemps directeur du Nouvel Observateur. Il présidait un jour une conférence de rédaction le lendemain je ne sais plus quelle bataille de la longue guerre israélo-palestinienne et sa rédaction était totalement divisée. Il y avait bêtement les pro-israéliens et les pro-palestiniens. Et à la fin, Jean les a tous coupés en leur disant d'une voix très directoriale, je vous rappelle que nous ne sommes ni pro-israéliens ni pro-palestiniens, mais pro-paix. Voilà, je vous remercie. Bien dit. bah, écoutez, alors maintenant Anne Bert. J'écoutais, comme tout le monde, la chronique de Bernard Guetta, hein. On vient de bénéficier d'une superbe chronique et on ne dit rien après une telle chronique. Je veux juste dire le mot otage. Et je pense qu'il y a otage et otage, qu'il y en a des deux côtés. Et, et pas forcément les mêmes, dans la même situation, le même nombre. Et je pense à tous ces otages, otages de gouvernements qui se font la guerre ou de terroristes qui font la guerre à des gouvernements. Et voilà, et j'espère qu'on en sera bientôt. J'ai l'espoir, comme dit Dany, et il nous fait vivre, et il nous fait aussi sortir en masse dans la rue, jour après jour et semaine après semaine.
Donc, on y travaille du côté où on peut encore manifester, on y travaille beaucoup. Alors moi, pour conclure, d'abord, bah, je voudrais remercier Mathieu Thomman, mon fils, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui est aux manettes et sans qui on ne pourrait pas réaliser ce webinaire. Surtout que cette fois-ci, on a travaillé avec de nouvelles techniques, de nouvelles applications qu'il a fallu mettre en place. Peut-être que certaines personnes n'ont pas pu accéder au webinaire, mais bon, on leur enverra le replay. Euh, je voudrais présenter mes excuses aux nombreuses personnes qui ont envoyé des questions. J'ai enregistré toutes ces questions. Je vous répondrai et éventuellement, je transmettrai ces questions à certains des intervenants qui sont plus compétents que moi pour y répondre. Mais en tout cas, vos questions, la plupart de vos questions ne resteront pas sans réponse. Je voudrais remercier encore une fois Politique Internationale pour son soutien et son partenariat. Et puis, je voudrais avoir une pensée pour tous les amis de Shalom Salam qu'on ne voit pas parce qu'on ne se voit pas. Donc, les gens me disent, mais bon, ben, il y a 200 personnes qui regardent, mais on ne les voit pas, on ne sait pas qui c'est. Ben, ceux qui sont aujourd'hui, qui sont à Tel Aviv, ceux qui sont à Jérusalem, notre ami qui est à Hébron, en territoire occupé. Nous avons Bernard de Mayotte. Voilà, on a Mayotte. Mayotte, voilà, mais qui n'est pas un territoire occupé. En tout cas, c'est un autre débat. Hein, je ne vais pas le lancer dans ce débat. On a des amis aux États-Unis, on a des amis en Allemagne, voilà. Et je sais, je connais bien, pas tous, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux que je ne connais pas, mais je connais les uns et les autres, je connais leur passion, les uns et les autres pour la cause qu'ils défendent. Et je sais que certains bouillonnent parfois de colère parce que tel mot leur a pas plu, par exemple le mot génocide, etc. Mais je crois que ça, c'est très, très important pour nous, c'est d'apprendre à nous connaître, à nous écouter et à entendre des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est surtout apprendre à respecter l'humanité de l'autre. Et ce qui est dramatique dans cette guerre, c'est que les Juifs les Juifs et les Arabes israéliens qui ont été assassinés le 7 octobre n'ont pas été considérés comme des humains et que malheureusement, les Palestiniens, les civils palestiniens qui sont massacrés aujourd'hui, qui meurent sous les bombes israéliennes, ne sont pas considérés comme des humains. Et ce qui est important, c'est malgré nos désaccords, et je crois que c'était bien que Inkouri et Danishek ne soient pas d'accord, parce qu'autrement, ce n'est pas un vrai débat. Autrement, c'est truqué. Autrement, on paye des acteurs pour faire semblant d'être d'accord. Mais je crois que c'est important que nous puissions parler de nos désaccords et parler en toute amitié. Et un dernier mot pour Inkouri. Je ne voudrais pas que tout le monde se précipite pour manger chez elle, mais euh, Inde, Kouri, ce qui nous a d'abord réunis, c'est la dimension humaine. Tu m'as invité avec mon épouse chez toi. Nous avons parlé de nos vies. Nous nous sommes connus. Nous avons fait connaissance avant de parler politique. Si on avait commencé à parler de la définition du génocide ou de la Nakba ou de la déclaration Balfour, eh bien, on ne serait pas allé au-delà de l'apéritif et on aurait raté un excellent repas et surtout un moment de convivialité, d'amitié et de respect. Et je crois que maintenant, nous sommes amis. Et une fois qu'on est amis, une fois qu'on se respecte, une fois qu'on se connaît, eh bien, on peut même s'engueuler. Et c'est comme ça qu'on trouve les solutions. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé et ceux qu'on ne voit pas. Et ce n'est qu'un début, comme on dit. Et alors, à tous les optimistes qui ont parlé, ben, moi aussi, j'appartiens à cette catégorie des optimistes parce que je n'ai pas le choix. Voilà. Voilà. Merci, Je vous embrasse tous Michel. et toutes. Merci Michel et salut pour tout le monde. Bonne soirée. À la Bonne prochaine. soirée à Merci à tous. tous. Voilà. Au revoir. Merci. Et à bientôt. Et on va continuer. On va continuer. On va faire des actions concrètes à notre modeste place, sans avoir la grosse tête, mais en essayant de faire ce qu'on peut, parce que c'est notre devoir et c'est notre raison d'être, c'est d'essayer de faire le peu que nous pouvons faire pour aider le monde, pour aider à réparer le monde, et au moins à réparer la situation dramatique entre Israéliens et Palestiniens. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à Au tous. revoir. Shalom salam. Shalom salam, Salam. les amis.